say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Notre invité du jour nous emmène ce matin dans l'univers de l'escape game, phénomène en France depuis les années 2010, une aventure familiale que vous menez aussi avec votre oncle Alexandre Poissel. Merci d'être avec nous. Merci. On va parler scénario, énigmes, jeux d'ambiance, avec vous aussi Romain Lebouc, vous êtes joueur ce matin. À notre tour aussi de vous faire découvrir un autre jeu de société, chronoludique, avec David Rodriguez, et nous parlerons jeux également. Avec vous Barbara Véron, présidente Bretagne de l'association des ludothèques françaises. Bonjour à tous les quatre. Alors d'abord, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi un escape game ? Un escape game, c'est un jeu d'aventure dans lequel on est nous-mêmes le héros, on est enfermé dans une salle et on a 1 heure pour réussir à s'échapper de la salle. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe du jeu. Et après, pour réussir à s'échapper, il faut résoudre des énigmes. Donc là, on est vraiment sur du jeu d'équipe. On va fouiller la salle, on va essayer de trouver des indices. Avec ces indices, on va essayer de les mettre en lien les uns avec les autres pour résoudre une énigme et déverrouiller différents éléments dans la salle. Une fois qu'on a réussi à tout déverrouiller, on réussit à s'échapper. Et si on réussit à s'échapper, on a gagné le jeu. Et il vient d'où ce jeu ? Alors c'est un jeu qui vient vraiment à la toute base du Japon, voilà. Mais c'était un peu déjanté, en format vraiment japonais, avec un mix entre de l'escape game, du Fort Boyard, du parcours du combattant. Donc c'était vraiment très particulier. Et après c'est arrivé vraiment en format escape game comme on l'a aujourd'hui dans les pays de l'Est, donc République tchèque et Hongrie. C'est là qu'on a vu les premiers escape games se construire. Et c'est là-bas que nous on l'a découvert en 2012. D'accord. Voilà. Et Romain, comment on tombe dans la marmite de l'escape game ? Eh ben, je pense que moi, finalement, j'ai été un petit peu la cible des réseaux sociaux qui devaient connaître déjà un petit peu mes centres d'intérêt. Et donc, quand Brain a ouvert, je suis rapidement tombé sur des publicités. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et donc, forcément, vu que j'ai un fort attrait pour le jeu en général, ça m'a tout de suite beaucoup attiré. Donc, j'en ai fait un. Et puis j'en ai fait 2, et puis j'en ai fait 50. Ça ne s'est jamais arrêté depuis. Alors avant cette aventure escape game, vous, votre dada, c'était le sport. Oui. C'était le sport. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je lâche le sport pour me lancer dans les jeux d'évasion, l'escape game ? C'est une opportunité, entre guillemets. J'étais effectivement en fac de sport, à la base pour être prof de PS. Au final, je me suis rendu compte que les études là n'étaient pas forcément faites pour moi. Et peut-être joueur de foot, là, on le voit dans cette belle image. On va dire que j'avais déjà le soleil dans les yeux et que j'aimais déjà pas le soleil. Donc, voilà, clairement. Joueur de foot. J'ai fait un peu tous les sports étant jeune, du foot, de la motocross. Voilà, on le voit là, du basket. Voilà, je suis passé un petit peu par tous les sports et toujours eu envie de travailler dans le métier du sport. À la fac, je me suis rendu compte que prof de PS, c'est vraiment les études qui n'étaient pas faites pour moi à ce moment-là. J'ai été président de l'association STAPS et du coup je me suis plus réorienté sur le management du sport, donc vraiment sur le côté événementiel. J'ai organisé pas mal d'événements dans des lieux sportifs avec la fac et du coup c'est là que j'ai commencé à me construire un certain réseau sur Rennes en faisant de l'événementiel pour l'association STAPS. Et je me suis rendu compte que finalement le côté événementiel m'intéressait énormément et à ce moment-là on a eu cette opportunité de créer Brain. Nous, avec votre oncle, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On bossait sur le projet depuis 2012 et le projet a été complètement abandonné parce qu'on ne trouvait pas de locaux pour créer notre escape. Les banques ne voulaient pas nous suivre. Elle trouvait ça trop déjanté, les banques ? Ouais, mais il n'y a pas que les banques qui trouvaient ça déjanté. Quand on en a parlé autour de nous dans nos familles, personne n'y croyait. Moi, j'en ai parlé à mes parents. Et du coup, ma mère, c'est la sœur de Martial avec qui je travaille aujourd'hui. Et elle nous a tout de suite dit, mais vous êtes malade, mais ça ne marchera jamais. Voilà. On en a parlé à mon grand-père et le père de Martial. Et lui, il a dit, mais vous êtes des grands malades. C'est juste pas possible. Quoi. Vous partez dans un projet. Et pourtant, le succès va être au rendez-vous. Oui. Succès au rendez-vous dès le premier week-end. Romain, qui est là, est venu fêter ses 18 ans. Le premier week-end, le week-end d'ouverture, il a été invité par ses parents à venir jouer notre première salle. Et du coup, premier week-end complet.
Deuxième week-end complet, troisième week-end Ainsi de complet. suite. Et puis après, on a ouvert le vendredi, le jeudi, le mercredi. Puis maintenant, on a ouvert 7 jours sur 7. Et ouais, c'est un gros carton. On va revenir sur pourquoi vous aimez aussi les escape games. On va continuer sur cette lancée ludique. Evan nous fait découvrir à son tour ce matin une activité de loisir assez insolite, le lancer de hache. On va regarder cela. Salut Anne Fantet et bonjour à tous. Alors moi aussi ce matin j'ai envie de jouer. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez les frères Jax à Rennes où ici on peut s'initier au lancer de haches et autres accessoires tranchants comme cet accessoire préféré de Batman. Si vous connaissez les films ou les bandes dessinées, vous le reconnaîtrez. On le lancera tout à l'heure. La visite, on va la faire en compagnie de Tristan. C'est un peu le maître des lieux ici. Oula, et Tristan, il vaut mieux pas le déranger. Salut Tristan. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette discipline du lancer de hache? Alors, le lancer de hache, ça vient principalement du nord des États-Unis, un peu la frontière canadienne. Voilà, principalement le nord des États-Unis. Et alors là-bas, c'est un sport un peu presque national. Ouais, vraiment un sport national, surtout dans le nord. Il y a vraiment tout un univers qui gravite autour de ça. Il y a des clubs? Ouais, il y a des clubs et il y a aussi des compétitions professionnelles. Il y a une ligue dédiée à ça, des athlètes professionnels. C'est vraiment tout un C'est univers. un peu comme le catch, on peut peut-être le regarder à la télé aussi? Ouais, carrément, c'est diffusé. Il y a des vidéos sur YouTube si jamais les Voilà, compétitions. si ça vous intéresse. Alors les Américains, ils sont un peu fous, mais c'est super parce qu'ils nous amènent plein d'idées. Ouais. C'est grâce à eux qu'on peut faire du lancer de hache C'est ça. à Rennes. Qu'est-ce qui est fun dans cette discipline? Pourquoi les gens viennent ici? Ils viennent ici principalement pour changer un petit peu de la petite routine habituelle du bowling, des escape games ou des autres trucs un peu classiques. C'est toujours improvisé et souvent les gens sont jamais au courant quand ils viennent là. C'est toujours une personne qui prévoit le truc et du coup ils sont toujours très surpris et c'est vraiment. C'est vrai qu'on s'attend pas forcément, non. on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Du tout. Moi le premier en arrivant, je savais pas et j'avoue que c'est plutôt fun. Alors on a quand même un objectif, c'est d'arriver à me faire lancer une hache avant la fin de l'émission. Donc pour ça, tu vas nous parler des particularités. Est-ce que ce sont les mêmes que celles des bûcherons canadiens? Du tout. Nous, ici chez Frère Jacques, on lance principalement le tomahawk classique. Donc c'est une hache qui est vraiment fabriquée pour le lancer. La tête, elle est équilibrée. Et le manche, c'est notre fabrication à nous, fabrication artisanale. Mais du coup, ce sont des haches de lancer. Et est-ce qu'il faut forcément des gros bras pour Pas le lancer? forcément. C'est plutôt dans la tête. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à la technique du tir à l'arc? Oui, un petit peu, mais Un peu, pas... mais pas trop. Voilà, pas trop, On va voir ça. Alors évidemment, c'est une activité qui est hyper encadrée. bien sûr, Et donc quand on commence une heure de lancer de hache, ça commence avec toi. c'est ça. Donc, ça rigole pas. Ouais. Et sur la sécurité, c'est quoi les règles de base? Alors nous, on a 3 règles de sécurité qui sont expliquées juste là. Donc la première, c'est de faire attention à son environnement, d'éviter de s'énerver ou de chercher à bourriner sur la cible. C'est avant tout un sport de précision. Il faut être assez délicat, mais il faut quand même mettre un peu de force. La deuxième, une seule personne par box. On ne rentre jamais dans un box qui est déjà occupé. Et la troisième, interdiction de faire d'autres lancers que ceux que j'apprends. Ah oui, bon alors ceci étant dit, tu vas me montrer comment on lance une hache. Alors je vais me positionner dans un couloir de tir. Et comment on se positionne alors? Alors du coup, ce qui est important en lancer de hache, c'est ta distance avant tout. On a tous une distance qui est un peu différente. Il faut que ta hache elle fasse un tour et qu'elle se plante. Oui, comme Donc ça. faut trouver, c'est ça. Donc faut trouver la distance qui lui permet. Donc la ligne rouge là, c'est un peu le minimum syndical. Moi, je recommande toujours de s'avancer un tout petit peu. Donc, Allez. voilà, on s'avance un tout petit peu. On prend la hache bien en bas du manche, toujours à pleine main, pas besoin de mettre le pouce ni l'index, comme un marteau. Elle est toujours bien droite pour qu'elle se plante bien. Le bras toujours bien fléchi. Donc ça, c'est ton premier mouvement. Ensuite, tu la lèves au-dessus de ta tête Oui. et tu la baisses dans le même mouvement en Et- mettant un petit peu de force. Eh ben on va y aller. Ah bah non, il y a la caméra. Si on peut pouvoir continuer l'émission, il serait peut-être dommage que j'abîme le caméraman. Donc on se retrouve tout à l'heure pour cette fois-ci un vrai lancer de hache. À toi Anne Fanté. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Evan. On parlait de l'escape game. Donc, Romain, vous avez fait l'ouverture. Oui. Quand s'est passée votre première immersion dans ce jeu? Eh ben, la toute première fois, c'est complètement étonnant, comme la première fois que pour n'importe quelle nouvelle activité, en fait. Mais ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'était le fait... alors, c'est un petit peu moi qui ai tiré mes parents, qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Ah oui, vous, carrément, vous emmenez vos parents la première fois, quoi. Ah bah, l'idée, c'était aussi, voilà, comme disait Alex, de fêter mon anniversaire. Donc, on y allait en famille. Et puis, je ne savais pas du tout si ça allait matcher ou pas. Et en fait, ça a été vachement bien. Ils ont été pratiquement plus enthousiastes que moi à l'intérieur, vraiment à fond. On est lâché, on a vraiment un sentiment de liberté et d'incarner un personnage soudainement qui est vraiment super fort. je Et trouve. justement, c'est quoi le scénario
pour l'ouverture? Votre premier scénario? Premier scénario, c'est une chambre d'hôpital psychiatrique. Ouais. Donc pour fêter un anniversaire, c'est génial. Voilà, clairement, il n'y a pas mieux. Il y a pas Ouais. mieux. Et finalement, le public que vous visez, parce que Romain nous l'explique, c'est ses parents qui étaient finalement beaucoup plus à fond presque que lui. C'est quoi le public de l'escape game finalement? Ah, au tout début, le public était quand même un public assez gamer. Comme vous l'a dit Romain, lui, il a connu l'escape game parce qu'il est dans ce réseau du jeu, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de société. Et c'est vrai que nos premiers clients ont été des joueurs. Des joueurs nés et qui ont toujours joué. Et, beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui s'attendaient à vraiment incarner un rôle dans le jeu. Et c'est vraiment notre public de base. Et finalement, c'est beaucoup plus large aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde. On a un public qui est très, très, très familial. On reçoit énormément d'entreprises, on reçoit des groupes de potes. Enfin, voilà, on a vraiment un public très large. On a fêté les 70 ans d'une personne à Brain aussi, D'accord. avec 2 couples de 70 ans. Donc, c'est juste génial. Et souvent, les gens se connaissent. Oui, C'est le principe, en fait. tout le temps. Ouais. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de passer un moment privilégié avec des personnes qu'on connaît. On fait pas d'escape avec des gens qu'on connaît pas. Alors, les personnes qui se connaissent le moins, c'est sur les team building entreprises, où là, on est plus avec des collègues. Et déjà, on voit que ça fonctionne moins bien. Les groupes d'amis ou de famille fonctionnent beaucoup mieux que des groupes d'entreprises qui se connaissent un petit peu moins bien. David, vous avez déjà testé l'escape game? J'ai déjà fait, oui, Ouais. à 3 reprises, je crois, 3 ou 4 reprises. Vous aimez bien ça? J'aime beaucoup, oui. Ouais. Et Barbara? Non, j'ai jamais testé en salle en fait. Ouais. Ludothécaire, ça veut pas dire qu'on joue tout le temps. Ouais. Non, j'ai testé plus sous forme des boîtes de jeux Unlock par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Alors, jouer en équipe, ça révèle aussi, j'imagine, les personnalités. Ça s'engueule parfois, Romain, vous qui en faites? Oui, ça va dépendre, mais en fait en escape game, on a rapidement la possibilité de passer à côté de quelque chose et donc c'est souvent le cas de dire mais t'avais fouillé ça, pourquoi t'as pas trouvé ça, etc. Et en plus on a la pression du chrono, donc ça peut s'engueuler, mais la plupart du temps, ça reste bien sûr bon enfant. Et puis quand on ressort, c'est déjà oublié 2 minutes après. Quoi. Au fond, on a envie de savoir comment vous créez la difficulté. Comment vous dites, ça, ils vont pas le trouver, ou ça va créer du stress. C'est toute la difficulté pour nous, c'est de réussir à jauger ça. Et c'est vrai que sur une première salle, on a fait quelque chose de très compliqué. C'était vraiment l'objectif, c'était de confronter les gens à des énigmes assez complexes. Aujourd'hui, elles le sont beaucoup moins. On va dire qu'il y a plus d'énigmes aujourd'hui dans une salle d'escape game, mais qui sont moins difficiles. On est vraiment sur un rythme, sur une dynamique, et l'objectif, c'est que tout le monde soit en action tout le temps. Là où au début, c'était moins gênant d'avoir 5-10 minutes de pure réflexion pour résoudre une énigme. Et aujourd'hui, on passe beaucoup plus sur quelque chose de très rapide et qui s'enchaîne très vite. Vous arrivez à sortir régulièrement, Romain? Je pense que je suis pas mauvais, je réussis à sortir régulièrement. Il est pas mal? Et il s'est amélioré. Ouais. Depuis qu'on a joué ensemble, il s'est bien amélioré. Et c'est quoi finalement le ratio des gens qui réussissent à sortir en 1 heure? C'est rare? Non, c'est pas que c'est rare, mais c'est pas évident d'avoir un ratio précis parce que on a des équipes de 2, des équipes de 3, de 4, de 5. Donc c'est tout on a des équipes qui ont déjà joué 50 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois, et d'autres qui viennent jouer pour la première fois. Donc faire un ratio comme ça, c'est presque impossible. Et puis sachant qu'en plus on a des joueurs expérimentés qui ne gagnent pas, on a des joueurs complètement novices qui eux vont gagner. Donc c'est très aléatoire. Et après le rôle du game master a une importance aussi. Et des fois, il y a une équipe qui va être à 2 doigts de sortir, elle va avoir le petit indice supplémentaire pour pouvoir sortir, alors qu'une autre équipe qui arrive et qui ne veut pas d'indice ne va pas gagner parce qu'ils sont très forts. Ils disent non, moi je veux pas d'indice, je suis très fort. Et au final, ils vont pas gagner parce qu'ils n'ont pas voulu ces petits indices du Game Master. Vous demandez des indices, vous ou pas? Je pense être à peu près dans la moyenne, de temps en temps. Vraiment, un petit indice pour aider, ça fait pas de mal. Voilà, l'idée, c'est qu'on passe un bon moment. Donc, je pense que les Game Masters le ressentent aussi. L'idée, c'est qu'on ne reste pas bloqué 1 heure sur un truc tout bête. Des fois, il suffit de juste nous rediriger un tout petit peu et puis là, ça se déroule correctement. Parce que c'est vrai que vous les suivez en fait en direct pendant qu'ils jouent. Ça doit être Nous, on les rigolo voit, de voir on ça les parce que c'est assez il y a des marrant. choses qui doivent revenir régulièrement. Des comiques de répétition. Oui et non. Ah non. Il y a des petites situations qui reviennent, mais c'est vrai que c'est quand même chaque groupe
a sa particularité. Et c'est ce qui fait que notre métier est intéressant aussi, parce que même si on gère la même salle 100 fois ou 200 fois, on n'aura jamais la même expérience. Les joueurs sont tous différents. Et encore aujourd'hui, on voit des trucs assez incroyables. Puis il faut suivre aussi avec les scénarios, j'imagine, parce que ça demande du temps pour les penser, les écrire. Vous en avez fait combien depuis l'ouverture ? En création de scénarios, je pense qu'on est sur une vingtaine, entre 20 et 30 scénarios de créés, que ce soit sur des salles pour nous, Brain à Rennes, pour d'autres escapes, parce qu'on a aussi fait de la création de salles. Oui, elles se sont déportées, en tout cas importées dans 6 villes dans l'Ouest, c'est ça ? Alors, pas forcément que dans l'Ouest, mais effectivement, partie. on a 6 licences Brain qui ont la marque Brain et qui ont nos salles. Voilà. Et après, on a aussi développé de la création de salles pour d'autres escapes. Donc ça, c'est vraiment 2 parties du métier un peu différentes. On a aussi créé des scénarios mobiles, donc qu'on peut déplacer dans les entreprises. On a créé un scénario pour Ikea, qu'on a fait dans leur magasin. Enfin voilà, c'est des petits scénarios qui peuvent être créés pour des événements Et justement, particuliers. d'où vous tirez votre inspiration sur les scénarios ? Qu'est-ce qui fait que... C'est tiré de tout. On est 3 associés. Il y en a un qui est très bouquin, il y en a un qui est très cinéma. Moi, je suis plutôt série. Et on est tous les 3 joueurs. Donc, on a fait du jeu vidéo jeune. Moi, j'ai joué avec eux, avec Martial et Audrey. On a fait beaucoup de jeux style point and click, Runaway, Chevalier de Baphomet, choses comme ça. Donc sur ordi, sur PC. Et on a toujours eu cette fibre jeu. Et du coup, nos inspirations, c'est vraiment ça. Film, série, bouquin. Et c'est quoi les thèmes explorés ? Vous parliez de l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que vous avez fait comme... C'est vrai que l'escape, on est souvent sur du thème un peu sombre, des thèmes où on a envie de s'échapper. C'est aussi le but, c'est de mettre dans une situation, tu as 1 heure pour t'échapper et c'est pas pour rien, tu as envie de t'échapper. Après, on a aussi créé des thèmes plus légers. Là, on a une salle Back to the 80s en ce moment, retour dans les années 80. Génial. Et cette salle-là, elle a été élue meilleure salle de Bretagne l'année dernière, justement parce qu'elle change énormément et parce qu'on a réussi à se renouveler, à attirer un nouveau public sur cette salle-là, public qui n'était pas forcément public. Et justement, votre dernier jeu mis sur pied, c'est un quiz qui ressemble un peu à Qui veut gagner des millions dans l'esprit, un petit peu. Ça n'a rien à voir avec l'essence de l'escape game. Pourquoi vous allez vers d'autres sentiers aujourd'hui ? On avait envie de se mettre un nouveau défi, de se challenger un petit peu sur un nouveau concept. On voit d'ailleurs un peu le plateau là. Ça ressemble beaucoup à un plateau télé aussi. Hein. C'est vraiment le but. L'objectif, c'est de mettre en situation les joueurs et de se dire qui n'a pas rêvé un jour de jouer à un jeu télé. Et donc là, on les met en situation, ils vont participer à ce jeu télé. Et en plus, au lieu d'être avec des personnes qui ne connaissent pas, là, ils vont être entre potes, ils vont être en famille. Donc, même principe que l'escape game sur le côté activité de groupe. Par contre, c'est très complémentaire avec l'escape parce que là, on n'est pas sur du collectif. On est plus sur, on va un peu se tirer la bourre, on va un peu se taquiner, on va s'envoyer des bonus, voilà. Donc c'est très complémentaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Romain, vous l'avez déjà testé ? Pas encore, mais ça arrive tout bientôt. Ça marche. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan qui est devenu ce matin lanceur de hache. Ah, la classe. Ça, on sent la maîtrise. Ça va être à moi, là, ça va tout de suite être beaucoup moins. Alors, Tristan, tu me rebriefes comment est-ce que... Alors, tu mets ton pied gauche en avant. Déjà, ça toujours une bien. question d'équilibre, c'est important. Et on avait dit... Voilà, tu la mets bien comme ça, ton bras bien dans l'axe de la cible, et là, vas-y. Et donc, c'est pas la force qui compte, c'est la technique. C'est ça. Ça va, la caméra n'est pas trop à côté, c'est bon? Yes! Oh, j'ai réussi du premier coup. Super. Je m'étais un peu entraîné avant, mais j'avais pas réussi avant. Bref, Tristan, c'est quoi les compétences dont on a besoin pour le lancer de hache? C'est pas forcément la force, la preuve. C'est ça. C'est plutôt une bonne acuité visuelle, donc savoir viser, et puis une bonne mobilité dans les épaules pour bien pouvoir envoyer la hache au-dessus de la tête, c'est important. Si on la met trop basse, elle n'aura pas assez d'énergie, et donc elle ne pourra pas se planter assez fort. Il faut vraiment avoir une bonne mobilité au niveau des épaules, mais voilà. Après, j'ai d'autres techniques si jamais les gens ont un peu de mal avec un bras. On peut le faire à 2. On peut le faire à 2 mains. Ah, et on peut le faire à 4 avec quelqu'un d'autre? Mauvaise idée. Alors, on va s'approcher, on en profite puisqu'il n'y a personne qui est là pour en lancer, pour parler un petit peu des cibles. Moi, je croyais que c'était comme les cibles de tir à l'arc en jute. Non, ça serait trop fragile. Donc pour ça, le bois, c'est vraiment un tronc. C'est ça, c'est un morceau de tronc, donc on en a plein derrière en réserve. Et donc voilà, ce sont des troncs de peuplier, donc c'est assez tendre et c'est assez solide pour pouvoir tenir dans la durée. C'est du peuplier local? Oui, toujours. Et en plus, et à quelle fréquence est-ce que tu dois le changer? Alors, en théorie, c'est 1 mois chaque côté, donc 2 mois recto-verso. Après, ça va dépendre de la météo et aussi du passage qu'il va y avoir dessus. Si les personnes qui sont sur cette cible-là vont mettre plus de force
eh ben, elle va durer un peu moins longtemps. Et pourquoi de la météo? Parce que s'il est resté sec, le bois devient sec et du coup il devient très fragile et très cassant. Alors que s'il fait humide, comme en Bretagne régulièrement, eh ben, c'est un peu plus fourni en eau et du coup c'est beaucoup plus solide. Ok. Voilà. Alors, venir chez vous, chez les frères Jack, pour un séminaire, c'est hyper tendance. Il y a plein de gens qui viennent. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que... Pour resserrer les liens principalement dans une entreprise ou créer des nouveaux liens si jamais les personnes viennent d'arriver. Donc voilà, principalement pour ça. Et aussi pour passer un bon moment insolite entre collègues et bien rigoler, bien s'amuser, quoi. Ou pour négocier une augmentation. Non, on a dit qu'on était sérieux et que c'était très sécurisé. C'est ça. On peut aussi venir entre particuliers pour un anniversaire. Exactement, ou- pour un EVG, un EVJF, donc enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Et moi, en général, j'encadre toujours les groupes. Ça permet de passer un bon moment pendant 1 heure et puis ça les change un petit peu. Puis voilà, ça crée aussi des liens dans les amitiés. Par exemple, dans les EVG, il y a souvent les cousins du marié qui sont là et du coup, les copains, les amis du marié ne le connaissent pas. Du coup, ça peut créer des liens aussi un petit peu grâce à ça, quoi. Et puis, toi, tu mixes tout le monde et tu... C'est ça, c'est moi qui fais les équipes, donc il n'y a jamais de favoritisme, jamais de moi je me mets avec machin parce que c'est mon copain. Non, moi je divise et je fais les équipes moi-même. Comment est-ce que tu as appris à lancer la hache? Et ben, j'ai appris avec les frères Jax, ils m'ont appris à lancer une hache, après 2 petites heures. Et puis voilà, après c'est aussi beaucoup l'entraînement de notre côté. Moi je suis là tous les jours, du coup je m'entraîne régulièrement tous les jours. Et là en ce moment je suis passé sur d'autres types de lancers que le lancer classique. J'ai appris à lancer avec le pied notamment. Avec le pied. Ouais, avec le pied, oui. On fera pas de démo. Ok. Voilà, après, Quoique. c'est aussi ça l'intérêt du travail, c'est quand moi je dois montrer quelque chose à quelqu'un, il faut que je puisse le maîtriser et il faut que je puisse Tu avoir. peux nous faire une démo avec le pied? Je peux te montrer la vidéo avec le pied. Ah non, pas moi j'aimerais une démo. On va voir. En tout cas, tout à l'heure, on va vous faire une démo. On va troquer la hache pour lancer l'accessoire préféré de Batman, Un batarang. un batarang. Voilà, on vous donne tous les détails pour le faire, non pas à la maison, mais ici, dans quelques instants. À tout à l'heure. Et je relance. Allez. Attention. hein. Bien en bas du manche. Oui, pas du tout. Bon, bah voilà. Rapproche-toi. Voilà. Yes, ça manquait un peu de force. Dommage. Ouais. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Donc on a parlé beaucoup de l'escape game avec vous Alexandre. On va vous présenter un nouveau jeu chronoludique avec David Rodriguez. Alors c'est un jeu que vous lancez avec 2 comparses qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que vous représentez. C'est quoi le principe de votre jeu, David? Alors Chronoludique, du coup, c'est un jeu de société qui parle de la Bretagne et qui retrace son histoire en fait à travers plusieurs événements qui ont marqué la région et ces 5 départements. Donc on a inclus la Loire-Atlantique dans le jeu puisque son histoire est intimement liée à la Bretagne. Pas de débat, Et du coup, voilà, en fait, le principe, c'est de créer une frise chronologique. Donc, on a des cartes avec plusieurs événements. Donc, j'ai le prototype du jeu dans les mains, du coup. Ouais. Et en fait, on a plusieurs cartes avec des événements. Donc, voilà, là, par exemple, on a le Festival interceltique, l'invention du Queen-Yaman ou l'ouverture des Champs libres à Rennes. D'accord. Et en fait, chaque joueur va devoir replacer ces événements chronologiquement sur le plateau de jeu. Donc, pour un peu pimenter, du coup, ce jeu, on a aussi la possibilité de contester le choix de ses Ah oui, adversaires. d'accord. Et puis, il y a des cartes actions qui se glissent dans la pioche pour un peu pimenter tout ça, pour pas que ça soit trop répétitif. Et vous retracez combien d'années d'histoire au On total? remonte très très loin, puisque notre première date remonte à plusieurs millions d'années. Ouais. Et le dernier événement du jeu date de 2021. Donc, la période est très très large. Vous êtes un collab sur l'histoire de la Bretagne, Alexandre Possel? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et du coup, on a fait une petite partie avant l'émission. Ah, d'accord. Et en fait, c'est génial parce que moi qui suis pas histoire du tout, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant et on voit tout de suite à la fois le côté ludique et à la fois le côté apprentissage, on apprend des choses. Donc moi, je trouve que pour les enfants, c'est vraiment top. David, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques questions, par exemple, qui sont Oui, bien sûr. sur ces cartes? C'est ce que je disais juste avant. Du coup, on a l'ouverture des Champs libres à Rennes. Donc, D'accord. on est dans le local, Ok. du coup. Et l'idée, c'est de placer cela sur une carte. C'est ça, en fait, c'est tout simple. On va mettre une première carte sur la zone de jeu et en fait, le premier joueur va devoir la placer avant ou après en fonction de On va pas pouvoir les placer, mais enfin, à quelle date vous situeriez l'ouverture des Champs libres? À quelle date alors j'habitais en 2005 à Rennes, j'étais déjà là. C'est bien, c'est comme ça que ça commence. Je sais pas, 2000.
2006, du coup, c'était. voilà. J'étais là Ça, avant les 2006. charnières. Mais effectivement, il y a beaucoup de. Après, c'est Ouais. beaucoup de logique en fait. Ouais. En réfléchissant un peu, on resitue arrive à un petit resituer, peu, c'est ça, ouais. resituer, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de déductions. Ouais. Et j'imagine que c'est un travail colossal que de répertorier, en tout cas dans sa tête, toutes ces dates historiques. C'est ça. Alors en fait, Erwan Carninon, du coup, le créateur du jeu, il lui a fallu 1 an de travail pour compiler toutes ces infos. Quand Je crois même. qu'il s'est retrouvé à peu près avec 600 événements. Donc Ok. c'est énorme puisque la Bretagne a une histoire très riche. Du coup, lui, après, l'idée, c'était en fait d'équilibrer ce jeu avec les périodes, les thèmes, puisqu'on aborde plusieurs thèmes. On parle de sport, de culture, d'architecture et aussi de gastronomie. En fait, il y a beaucoup de thèmes. Et puis, il a fallu un peu aussi dispatcher par rapport aux 5 départements bretons, du coup, pour pas faire trop de jaloux. On peut d'ailleurs vous soutenir dans ce projet puisqu'une campagne participative est en cours sur la plateforme Kengo. Il y a encore besoin de fonds et à quoi ils serviront ces fonds si on souhaite vous soutenir? Oui, alors du coup, effectivement, on a une cagnotte sur kengo.bzh. Nous, l'idée, ça serait d'atteindre les 70% de la cagnotte pour pouvoir déjà lancer le jeu. Donc, quoi qu'il en soit, il sera lancé dans quelques jours, mais pouvoir soutenir un peu financièrement le projet. Donc, ça sera essentiellement sur la production du jeu, enfin une grosse partie de cet argent. L'impression aussi. C'est sur l'impression aussi. Sur l'impression, c'est ça, Ouais. tout à fait. Donc rendez-vous sur kengo.bzh pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus. Alors pour lancer un escape game, j'y reviens, il faut être un joueur parce que ça, Oui. ouais. Ah oui, il faut être joueur, c'est indispensable. Ouais. Parce que le métier de Game Master, si t'es pas joueur, tu peux pas le faire. L'objectif, c'est de faire passer le meilleur moment possible à l'équipe qui est dans la salle. Et si toi, en tant que Game Master, tu n'as pas cet esprit joueur, c'est impossible. Faut vraiment comprendre le jeu pour pouvoir leur donner le bon indice au bon moment, sans que ce soit trop ni pas assez. Et quel type de joueur êtes-vous? Un mauvais joueur. Ouais, un mauvais joueur. Non, un mauvais gagnant, j'ai envie de dire. Quand je gagne, j'aime beaucoup chambrer. Et, je suis pas trop mauvais perdant, mais je suis un mauvais gagnant. Alors j'imagine que vous êtes tous un petit peu joueurs autour de cette table. Quel joueur êtes-vous? J'aime bien poser cette question parce qu'on se la pose jamais. Qu'est-ce que je suis moi comme joueuse Alors forcément, si j'ai gagné, c'est un bon jeu. Ouais. Non, en fait, moi, je m'attache beaucoup, depuis que je suis ludothécaire, à l'expérience du jeu. En fait, c'est pas d'importance si j'ai gagné ou si j'ai perdu. En fait, j'aime voir ce qui va se passer. Avec les autres joueurs, ou alors si c'est un jeu individuel, puisque ça existe dans la gamme des smart games, là, qui sont beaucoup des casse-têtes. Qu'est-ce qui se passe pour le joueur ou les joueurs autour de cette boîte ou alors après, en tant que ludothécaire, nous on est aussi sur tous les autres types de jeux, les jeux de construction, les jeux symboliques, autour d'une dinette, qu'est-ce qui se vit, tout ça quoi. C'est l'intrigue du jeu en fait qui vous plaît. L'expérience du jeu en Ouais, fait. d'accord. Et vous, Romain? Moi, je pense que j'essaye d'être un petit peu coopératif, que ce soit en escape game ou dans les autres jeux. J'aime bien justement essayer d'interagir avec un petit peu tout le monde et même parfois de découvrir ou rencontrer des gens. Alors en escape game, c'est plutôt des personnes que je connais, mais parfois on découvre des choses aussi. De ses amis qu'on ne soupçonne pas. C'est vrai. David, pour terminer? Moi, je suis pas spécialement mauvais perdant, mais j'aime bien gagner quand même. Mais j'aime bien analyser pendant les jeux un peu les réactions de J'aime bien. chacun. Il fille Mirez, hein. Et moi, je suis une très mauvaise joueuse, je vous le dis. Est-ce que vous avez fréquenté des ludothèques quand vous étiez jeune ou moins jeune d'ailleurs? Eh bien, jeune, non, mais maintenant, oui, avec mes enfants. Ah, d'accord. Quel est le public des gens qui viennent en ludothèque? Déjà, expliquez-nous ce que c'est qu'une ludothèque. Alors, une pour tout le ludothèque, monde, en fait, pour faire simple, ça va être comme une bibliothèque, c'est juste qu'on n'a pas de livres, on n'a pas de CD, on n'a pas de DVD, on n'a que du jeu. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour le côté que ludothèque. Bien que maintenant, depuis un certain nombre d'années, on voit des rayons de jeux qui vont arriver dans les médiathèques, donc au milieu du livre et tout ça. Mais voilà, chacun, on va dire, peut avoir une ludothèque chez soi, dans un placard, où il range tous ses jeux. Après, en ludothèque, c'est que par contre, nous, on va développer tous les types de jeux, selon aussi le projet de la ludothèque, le territoire et son public. Parce qu'en tant que ludothécaire, on va être avec des jeux de règles les gens appellent ça des jeux de société. On va avoir les jeux de construction, jeux d'assemblage, tout ça. On va avoir les jeux d'exercice, dont les jeux d'éveil pour les petits, et les jeux qu'on peut retrouver auprès des seniors en fin de vie. Il faut être un collab sur tous les jeux, quoi, quand on vous écoute. C'est ça, ouais. Oui, parce qu'on a beaucoup de jeux. Moi, là où je travaille, dans la ludothèque où je suis, par exemple, il y a 1400 jeux actifs.
qui sont en service. Ouais. Et on a aussi toute la partie jeux symboliques. Donc les jeux symboliques, pour nous, ça va être les voitures, les poupées, les dinettes, les garages, les parkings et tout ça. Donc voilà, une ludothèque, c'est ça. Et il y en a pour tous les goûts, en fait, si Il y on en a comprend pour tous les bien. goûts. Ouais. Ouais. Et alors, le public qu'on accueille, je dirais que c'est beaucoup un public familial, parents Ouais. avec enfants, 0-12 ans par là. Les ados, ça dépend. Soit les ados ont vraiment des habitudes de jeu en famille et qu'ils gardent et qui vont venir jouer, ou soit à un moment donné on les voit plus, ou soit ils viennent parce que la ludothèque propose aussi le jeu vidéo, le jeu numérique. Parce que ça, on le retrouve pas dans toutes les ludothèques. Donc voilà, des fois, les ados, on les perd un peu, et puis des fois, après, on les retrouve plus tard, à l'âge adulte ou jeunes adultes. Mais on a aussi affaire à un public professionnel. On a beaucoup de professionnels travaillant auprès des seniors, les qui porteurs de viennent, handicap, les enseignants. Voilà, donc il y a aussi tous ces professionnels qui, depuis quelques années, commencent à saisir du jeu, de l'outil du jeu pour en faire ce qu'ils ont Des besoin. vertus éducatives Ouais. ou... Ou alors, soit ils viennent chercher du jeu, ou soit ils vont venir avec leurs usagers ou leurs résidents, ça dépend comment ils les appellent. Et on a aussi, il faut le dire, il faut que les aidants viennent en ludothèque aussi. Ouais. Parce qu'ils peuvent trouver des choses pour justement les personnes avec qui ils vivent. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous appréciez personnellement avec les ludothèques que vous fréquentez? Bah, c'est tous les petits jeux d'éveil plus qu'on a. Nous, on a des enfants entre 1 et 3 ans, donc voilà, qui sont très très jeunes. Et c'est vrai qu'en général, on profite de ces moments-là pour découvrir des jeux qu'après on va acheter pour chez nous. Donc voilà, mais c'est vraiment un côté test qui est agréable, parce que c'est vrai qu'acheter un jeu pour un enfant sans savoir si ça va lui plaire, c'est toujours un peu embêtant. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment tester avant, se mettre en situation, voir comment réagit l'enfant par rapport au jeu. Et derrière, s'il apprécie le jeu, ben, on peut l'acheter et derrière, on peut jouer en famille à la maison. Allez, on retourne voir les frères Jax qui proposent, eux, de s'initier au lancer de hache. Nous retrouvons donc Evan. On devrait en faire plus souvent des émissions sur le thème du jeu. Je suis toujours, donc, comme tu le disais, aux frères Jax à Rennes. Tristan, comment vous avez eu l'idée d'ouvrir une salle de lancer de hache? Alors, on voulait un peu changer des classiques bowling et escape game et karting, toutes les activités très classiques que les gens font. On voulait ramener un peu de sang neuf en France. Du coup, on a pris le concept américain, lancer de hache. Et, puis, voilà. Et vous l'avez quand même mis un peu à la française. On l'a un peu francisé, exactement. Voilà, on a notre image de marque et à nous, quoi. Bon, alors, il y a des nouveautés. Il faut absolument venir parce que vous allez pouvoir non pas lancer la hache, mais lancer l'accessoire de Batman qui porte un nom, Le Batarang. le Batarang. Alors, je te laisse nous présenter vos derniers petits jouets. Là. Du coup, ce sont des nouveaux jouets fabriqués par un ami à moi, Bat Factory, situé à Caen, en Normandie. Alors, juste, il faut quand même souligner, il a lancé une boîte qui ne fait que des trucs comme ça. C'est ça, que des couteaux C'est de lancer génial. en forme de Batarang. Ok, Donc là, on a le Batarang de Batwoman, pardon. Catwoman. Batwoman. Ah, Batwoman, pardon. Batwoman, Je il est suis nul. différent. Celui-là, c'est celui des films de Nolan, la trilogie The Dark Knight. Et celui-là, c'est celui de Robin, donc l'acolyte de Batman. Et après, il nous a fabriqué aussi un shuriken japonais et un kunai, un couteau de ninja Et japonais. c'est fabriqué en quelle matière? C'est de l'acier pur coupé au laser. Coupé au laser. Ah oui, donc c'est C'est incassable. incassable. Ça ne craint rien. Tu nous fais une démo? Et ben pourquoi pas. Oula. Alors attention, ça ne rigole pas. Ah oui, en effet, ça ne rigole pas. D'accord, et bah c'est chouette. Alors ça, est-ce que on joue sur les mêmes types de compétences qu'une hache ou? Oh là, c'est beaucoup plus simple qu'une hache. Parce que Ah. Comme tu vois, le shuriken, tu as 4 branches. Du coup, tu peux planter beaucoup plus facilement qu'une Oui. hache. Mais ça va demander un peu plus de force. Parce qu'il faut donner l'énergie nécessaire au couteau de voler et de se planter. Alors, si les personnes qui nous regardent veulent venir, combien ça coûte et comment ça se passe pour la réservation? Alors, pour la réservation, il faut réserver directement sur le site internet lesfrèresjax.fr. On choisit le centre, Rennes, Bordeaux ou Nantes. On fait la réservation 1 heure ou 2 heures si jamais ça plaît un peu plus. Et donc, la session, c'est 48 € pour 3 personnes, donc 16 € par personne. D'accord. Et est-ce que vous avez des habitués qui viennent là régulièrement? Oui, j'ai deux, trois habitués qui viennent au moins une fois par semaine. Et sinon, j'ai des couples notamment. C'est une activité qui plaît énormément aux couples. Ça permet de faire des petits rendez-vous amoureux Ah, puis un peu c'est fun, insolites. c'est hyper original. C'est ça. Et c'est des clients très fidèles et vraiment, c'est une ambiance qui est vraiment cool. Ils se sont rencontrés ici? J'en ai qui se sont Ah, rencontrés c'est ici. génial. Voilà. Et vous pourriez pas un jour faire des compétitions? Justement, vous avez 3 clubs dans toute la France. Vous pourriez faire des sortes de rencontres? On attend justement d'avoir assez d'habitués pour pouvoir se permettre de faire une compétition. Je sais que moi, j'en ai assez. Après, mes collègues à Bordeaux et Nantes, c'est un peu
ils en ont moins, donc du coup, bah voilà. Est-ce- Donc on est 5 habitués chacun. Est-ce que l'objectif un jour ce serait de mettre des frères Jax dans toutes les grandes villes de France? Ah, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi retourner en Normandie Oui. chez toi, mais ça on ne le dira pas puisqu'on est sur France 3 Bretagne. Bon, eh bien écoute, moi je vais essayer de faire comme Batman. Et oui, j'ai toujours su que lui et moi, on était un peu pareil au final. Je vais essayer de lancer son Bat-Wang. Batarang. Batarang. Allez, lance bien fort. Ah oui, il lance bien fort. Et ben voilà, je ne ferai pas Batman, mais on s'en doutait. Allez, à demain. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, en dehors du jeu, Alexandre Poissel, autre passion débordante pour vous, le Stade Rennais. Oui. Racontez-nous. Il est là. Sur Il est la là. chaussure. Jusque sur la chaussure, il est là. Elle vous vient d'où cette passion? Elle vient de mon grand-père. Ouais. Mon grand-père qui suivait tous les matchs du Stade Rennais, qui était fan du Stade Rennais et qui a transmis cette passion à son fils, Martial, et du Ouais. coup à moi derrière. Et voilà, donc on est très, très, très supporters du Stade Rennais. Vous êtes fiers de ce qu'ils font en ce moment-là ou Ouais. c'est compliqué? Non, en ce moment, c'est bien. Ouais, En ce c'est moment, bien. C'est bien. Ouais, ça fait plusieurs années. On voit que le club grandit et s'améliore. Donc, non, franchement, c'est top. Alors, vous êtes né à Rennes après une adolescence dans le centre de la France. Vous avez choisi de revenir en Bretagne. Quel type de Rennais êtes-vous? Un Rennais casanier. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'avec l'Escape, on travaille tous les soirs, tous les week-ends. Ah oui. Et du coup, c'est vrai qu'on est au boulot sur les périodes où les gens s'amusent, où les gens sortent, où les gens profitent. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de vie extra boulot, en fait. C'est très... Ça se passe à Brain, hein, finalement. Ouais, Escape c'est Game. ça. Ma vie se passe principalement là-bas sur les heures de loisirs. Donc du coup, on fait profiter les gens, mais on profite un petit peu moins pendant Et cette ce sera période. quoi la suite pour vous? Après 6 antennes, vous créez des scénarios pour d'autres, des salles aussi. Bah là, Comment on est vraiment vous sur imaginez, l'objectif parce que mais ça fait maintenant presque 10 ans. Ouais. Bah, pourvu que ça dure. Hein. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'après avoir abandonné mes études pour ce projet, je donne tout dans ce projet. L'objectif, c'est que ça dure le plus longtemps possible. C'est aussi pour ça qu'on essaie de se réinventer à chaque fois. Là, on part sur ce projet de quiz. On est au tout début du projet. On développe une licence comme sur l'Escape Game. Donc l'objectif, c'est aussi de développer ce produit-là, de proposer un jeu différent et de venir compléter notre offre pour justement essayer de durer le plus longtemps possible. Et bien justement, vous parlez de quiz. J'ai un petit quiz à vous faire avant de partir. Est-ce que vous savez combien d'enseignes proposent aujourd'hui l'Escape Game en France? À plus ou moins combien? Ça dépend, parce Non. qu'on parle de salles ou d'enseignes. Si on parle d'enseigne, on est aux alentours de 1000. 890, j'ai vu. Ouais. Pour combien de salles, à votre avis? Ouais. Je dirais 3500. 2275 précisément. C'est tout? Oui. Eh ben. Bah, c'est pas mal Le déjà en confinement 10 a ans. dû faire un petit peu Ouais. mal quand même, je pense, parce qu'on était un peu plus nombreux que ça avant le D'accord. confinement. Ok. Et dans le top 3 des thèmes qui plaisent aux joueurs? Ah bah, hôpital psychiatrique, on sait que ça a fait un carton. Il y en a eu à ouvrir un peu partout. Une fois que nous, on a ouvert à Rennes. Le thème prison doit revenir assez régulièrement Ouais, aussi. pas mal. C'était notre deuxième thème. Je pense que les autres escape games se sont inspirés de ce qu'on a fait à Rennes en premier. Hein, parce que psychiatrique, prison, je pense que c'est les deux thèmes qui reviennent le plus souvent. Et après, en troisième thème... Bah, tout ce qui est un peu histoire et culturel. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est ça possible. marche bien. Ça m'étonne pas. Il vous arrive même de penser des scénarios pour d'autres escape games clients. Ça, c'est des choses, pareil, vous vous inspirez des mêmes thèmes que vous lancez ou vous arrivez à coller à ce que veulent soit les personnes qui veulent créer des salles, soit les personnes qui vous demandent Bah, des scénarios. quand on crée pour nous, on essaye vraiment de créer quelque chose qu'on n'a pas encore vu ailleurs. On essaye soit de partir sur un thème qu'on n'a pas vu ailleurs, soit de partir sur des énigmes qu'on n'a pas vu ailleurs, mais c'est vrai que la construction se fait de manière assez aléatoire. Des fois, on a un thème et on va mettre ce qu'on veut à l'intérieur, et des fois, on a un élément fort et on va s'inspirer de cet élément pour construire une salle autour. Donc c'est assez différent. Et après, bah, c'est vrai que pour les personnes qui nous commandent des salles, bah, là l'objectif c'est vraiment nous de coller à ce qu'ils veulent. Par exemple sur Orléans, ils voulaient 2 salles en rapport avec l'histoire d'Orléans. Donc là on s'est renseigné, on s'est documenté, on a créé les salles autour de ce qu'ils voulaient et ce qu'ils recherchaient. Et est-ce que ça vous arrive d'aller voir d'autres escape games chez les Oui. concurrents? On joue tout le temps.
Nous, je pense qu'on en a joué entre 250 et 300. Ah oui, des d'accord. salles d'escape. Et on a dû en jouer dans au moins 10 pays différents. Donc, D'accord. voilà, on joue énormément. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Poisel d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. C'est un petit peu la tradition dans notre Parfait. émission. Vous intégrez officiellement la famille. Vous êtes formidables. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. On se retrouve dès demain à la même heure, au même endroit. C'est parti. C'est parti. On n'a jamais eu un invité avec une aussi longue barbe. Hein. Ah, c'est que moi là, vraiment. Never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance